Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la toiture, c'est la partie charpente. Donc on va dans cette vidéo reprendre un peu tout ce qui ne va pas. Et vous allez voir qu'il y a un moment où c'est pas très évident là, sur le calpinage parce qu'il a fallu s'adapter. Je vous laisse découvrir tout ça en images, allez c'est parti. Donc on se retrouve sur le plancher qui était sous toiture, donc très confortable, pour monter le pignon qu'on avait fait tomber. Donc je rappelle, c'était, vous avez bien vu l'état dans la vidéo précédente. Le pignon était très malade, très mal fait, et aussi ce qui était très gênant, c'est que c'était des agglos de 12. Donc voilà, il nous a pas fallu longtemps pour décider de le faire tomber et en reconstruire un autre plus sérieux avec des agglos de 20 et des raidisseurs du coup. Donc pas grand chose à dire sur la pose d'agglos. Je vous le laisse. Du coup ça fait un petit côté ASMR à la vidéo là, un peu hypnotisant comme ça là en accéléré. Et par contre ce que je peux vous dire c'est que le plancher est confortable, mais tout de même on a dû faire attention parce que si vous faites bien gaffe, il n'y a pas de dalle de compression au-dessus des ourdis. Et la dalle de compression en fait c'est quand on fait un plancher sur une partie habitable. Donc il y a un treillis soudé et du béton, donc ce qui fait que ça fait un ensemble rigide. Là on a uniquement les poutrelles et les ourdis. Il y a juste eu un remplissage au-dessus de la poutrelle pour bloquer les ourdis. Donc c'est un plancher, on est obligé de faire attention, on marche que sur les poutrelles. D'ailleurs je me suis fait piéger 2 fois en faisant ces travaux. Marcher sur un ourdi qui devait certainement être fragilisé, du coup qui est tombé, qui s'est brisé, qui est passé à travers. Donc heureusement rien de grave, mais ça peut être un accident du coup sur lequel on peut se faire assez mal. Donc voilà, les agglos, bon ben pour nous on a l'habitude, voilà, c'est comme si on faisait un peu du Lego géant, mais bon ça fait quand même plaisir, voilà, de voir de la maçonnerie propre. Et puis là on avait la chance aussi qu'il faisait un super temps. Je sais pas si vous voyez le paysage derrière, c'est vraiment un plaisir, même si voilà, on est en train de travailler, d'avoir cet horizon là, c'est toujours très très agréable. C'est à mon sens une des choses qui fait que j'aime travailler en extérieur. Donc voilà, là on se fait un petit échafaudage de fortune, il y a juste la pointe à monter, donc voilà, 2 palettes avec des agglos nous suffisent à arriver à faire ce qu'on veut. Voilà, donc là le mur est monté, on coule tout de suite les raidisseurs en laissant dépasser les ferrailles parce qu'on a prévu un chaînage du coup sur le pignon, même un chaînage carrément sur toute la périphérie, donc en pointe de chevron là en bas de pente et les 2 pignons. Voilà, un beau pignon tout neuf. Donc là on a installé la première poutre, la première, si vous regardez bien, on a mis des sabots pour la fixer parce que c'était le moyen le plus simple de se raccorder avec le reste du toit. Parce que vu que le mur d'Orofin qu'on voit sur la gauche, pareil, est un agglo de 12, donc assez light. C'est un peu la charpente qui le renforce, on va dire, mais bon. Au milieu du toit là, du coup il est pris de part et d'autre par la charpente, pardon. Du coup, il risque pas grand chose. C'était vraiment ceux des extrémités, voilà, qu'il fallait faire attention qu'ils soient bien renforcés. Les autres poutres, par contre, on les scelle. Il y a les encoches, on les fait croiser avec les poutres du mur d'Orofin. Voilà, on le voit bien là. Et on fait des encoches sur le pignon de 20. Comme ça, on a bien entre 12 et 15 de poutres qui portent sur le mur. Donc, voilà, quelque chose d'assez sérieux, quoi, on va dire. Là, hop, on se refait nos petits scellements. Les planches qu'on a mis à l'intérieur, c'est le coffrage. On le fait avant de mettre les chevrons, voilà, pour que ce soit plus simple. C'est le coffrage de la rase en fait. Donc, il suit la pente du toit. Là, on a récupéré une grande partie des anciens chevrons qui étaient toujours en bon état. Certains étaient pourris, évidemment, on les a remplacés. Vous voyez qu'on met quelques chevrons neufs aussi.
Voilà, pointer les chevrons, les fixer, on utilise des pointes en 160 qui sont torsadées. Donc torsadées, ils ont une meilleure force à l'arrachement, meilleure résistance. Et on me voit passer au pulvérisateur un produit pour traiter les anciens chevrons. Voilà, comme ça, ça fait un traitement contre les insectes et autres problématiques qu'il peut y avoir sur une charpente. On voit que le mur de refend là, le béton dépasse un peu, ça se voyait avant qu'on dépose la toiture, ça faisait des vagues. Donc on ne comprend pas pourquoi, comment le mec avait fait ça et avait pu faire les arases plus hautes que la hauteur de la charpente. Mais bon, du coup on a rectifié ça. Et là on enchaîne sur les voliges. Donc les voliges sont pas obligatoires. Par contre moi j'aime bien les mettre parce que ça fait quand même un petit renfort de plus sur la charpente, ça se déforme un peu moins. Et surtout pour travailler, c'est carrément plus simple que de marcher, faire l'équilibriste sur les chevrons. Donc voilà, on s'est fait c'est pas tellement plus cher, je pense que c'est peut-être pour la toiture un budget de 500-600 € de fourniture à prévoir en plus. Donc voilà, c'est une toiture qui fait 140 mètres carrés. C'est pas énorme, ça vaut le coup, on travaille carrément mieux. Après pour la suite ça va plus vite, on est plus à l'aise. Donc moi je recommande quand même de poser de la volige sur la charpente. Et également si c'est des fermettes, c'est une charpente traditionnelle. Si ça avait été des fermettes, tout pareil, j'aurais mis des voliges. Donc voilà, pour les fixer on utilise un cloueur à gaz. C'est redoutable, ça va super vite. En plus, mon collègue là qui bosse avec moi a un cloueur le même que moi, donc on se retrouve avec deux cloueurs. Je peux vous dire qu'on n'a pas mis beaucoup de temps à poser toutes les voliges. Tac, on avait laissé dépasser de l'autre côté. Du coup, une fois que tout est posé, on fait comme là au fêtage, un petit coup de circulaire, voilà, tout est coupé bien droit. Et là, on commence à dérouler l'écran sous toiture. Donc pour le maintenir provisoirement, on met des agrafes. Là, on retrace les chevrons par-dessus pour fixer voilà, ces petites pièces de bois qui sont des contre-lithos. On appelle ça, donc c'est des petits lithos, ils font 18 mm d'épaisseur et 40 mm de largeur. Donc eux, ils servent à avoir une lame d'air entre la tuile et l'écran sous toiture. Donc là, on finit de mettre les chevrons. On ne l'avait pas fait jusqu'à présent pour avoir un espace de stockage. Donc c'était la dernière travée, vous voyez, c'est par là où on monte, l'échelle est là. Donc voilà, on a fait ça en dernier pour vraiment garder ce stockage et cet accès. Et là, ben voilà, même opération. On avait fait stocker par le camion de livraison une grande partie des bois sur la charpente, donc là maintenant on les met sur échafaudage pour avoir tout l'espace pour travailler. On continue même les mêmes opérations, hein. Un coup de produit pour traiter les anciens bois. Donc sur l'ensemble de la charpente, c'était assez bon. Il y avait bon, la première travée où ça avait bien pris l'eau. Mais on a remplacé, je crois que j'ai acheté une quinzaine de chevrons neufs. Donc sur l'ensemble de la toiture, c'est pas énorme. Ça fait quand même une belle économie d'avoir pu garder tous ces bois là. Et hop, là on termine la dernière travée de volige. On voit qu'il fait un peu de vent, donc c'est bizarre, mais on s'est fait la remarque avec mon collègue, souvent on attaque un toit et il se met à faire du vent.
Voilà, le toit entièrement voltigé. Et vous voyez, il y a un petit espace devant où on va ferrailler avec une épingle. Donc on verra pas cette étape. Donc on met une épingle pour faire un chaînage qui fait vraiment la périphérie. Le haut des pignons et le bas du toit. Donc il est important, hein, vous voyez comme nous en plus, je vous dis, on a souvent ce problème où il fait du vent. L'écran de cette toiture, il faut tout de suite mettre les contre-lithos, sinon les agrafes qu'on met au départ pour le fixer ne suffisent pas à le tenir. Si le vent s'engouffre, et ben tout s'arrache malheureusement. Donc voilà, par expérience, on déroule et très vite après on met ces contre-lithos. Et l'écran sous toiture, donc là c'est un pare-vent. À pas confondre avec les pare-pluies, donc lui il sert à ce qui est pas que le vent pénètre pas sous la charpente, donc ça fait gagner un peu en isolation. Mais par contre il faut que ce soit ventilé, donc c'est pour ça qu'il y a ces contre-lithos. Et puis également si un jour il y a une infiltration par une tuile, ça laisse un passage pour l'eau, que l'eau s'est coulée en bas de toi. Parce que malgré que ce soit pas un pare-pluie, c'est quand même étanche à l'eau. Et là vous voyez le couleur en action. Tac, voilà, on met notre contre-lithos, on les laisse dépasser parce que voilà, c'est plus simple de les couper après. Donc là, avant de les couper, on les cale avec un autre litho en dessous pour, en les coupant, ne pas venir abîmer le pare-vent qu'on vient de mettre. C'est dommage de rendre le toit complètement hermétique et de venir après bêtement mettre un coup de scie dedans. C'est pareil, l'expérience. Donc voilà, petit tour du toit avec tous les contre-lithos. On va laisser dépasser devant, c'est ce qui va nous servir à caler nos planches. On va les suspendre en fait. Les planches de coffrage pour la ceinture dont je vous ai parlé juste avant. Donc là on voit qu'on les a bien coupées à la pointe du toit. Voilà, pareil de ce côté, il dépasse, c'est ça, c'est volontaire, hein, c'est vraiment pour nous aider après à faire le coffrage qui va suivre. Donc là, on a monté quelques tuiles en fait, c'est ce qui va nous servir à mettre les bonnes distances pour nos lithos. Et là, donc là, voilà, je trace l'aplomb du mur. C'est ce qui va me permettre de caler le premier litho. Les tuiles en fait qu'on va utiliser sont des tuiles mécaniques. Elles ont un talon qui les empêche de glisser, donc le litho sert à les poser dessus. Et là, il y a un calcul un peu savant à faire, c'est que du coup comme il y a ce décroché de toit, il faut que j'ai un débord sur les deux qui soit cohérent et que par contre les rangs se rejoignent entre le toit qui est plus bas que l'autre. Il faut qu'ils se rejoignent, que ce soit quand même aligné. Là je vous ai fait un petit tour de passe-passe. Je pars d'un côté, je ressors de l'autre. Donc voilà, pour tracer, on utilise un cordeau à tracer ou un cordex. Et là, le cassage de tête commence. Donc les tuiles ont un réglage en hauteur et en largeur. Je crois que c'est de 1,5 cm ou 2,5 cm, si je dis pas de bêtises. Donc ça vaut le coup de passer un peu de temps. A few moments later.
3 days later. Donc on voit que c'est pas évident. Three weeks later. Il y a quelque chose qui colle pas là pour moi. Many months later. One eternity later. Donc ici, il y a un truc un peu délicat à faire, c'est que là, j'ai un décroché. Et donc, il faut que les rangs de tuiles, tac, ils correspondent après à la ligne qui va faire tout le long. Donc, il faut tricher. Ces tuiles, elles permettent en hauteur, là, un réglage de 1,5 cm de jeu. C'est-à-dire que je peux avoir un espacement entre litho, entre 39,5, entre 39, pardon, et 41,5. Deuxième complexité, c'est que c'est pas parallèle. Donc là, il y a un problème de faux écart là. Donc il a fallu que je triche entre rattraper l'écart. Donc je suis un peu en trapèze. Et donc il a fallu que je triche entre le jeu des 1,5 cm que j'ai sur les tuiles et le débord de toit. Donc là, ici, voilà, j'ai triché, je suis remonté de 2 cm. Donc sur la longueur, il y aura ce sera un trapèze de 2 cm. C'est-à-dire que là-bas, j'ai 2 cm de moins que là. Ici. Là, j'ai dû dépasser un peu plus. Donc ici, j'ai 12 cm de sortie de tuile. Là-bas, j'ai que 10. Et ici, j'ai 15. Là, mes espacements, je les ai mis au plus serré, voilà, pour tomber bon. Donc 39, 39, 39. Voilà, jusqu'à arriver à ce rang. Et ici, pour tricher le faux équerre, je me suis mis au max. 41,5. Donc là, on va être parallèle le devant à la terrasse. Enfin, au débord de toit. Donc tout le long, là, je vais dépasser de 15. Et là, je vais tricher. Donc, cette avancée de toit, en fait, les rangs, ils vont être en trapèze. Voilà, ça se verra absolument pas à l'œil nu sur la longueur. Mais voilà, du coup, ça me permet après de revenir là, en ayant rattrapé l'alignement. Hop, là, il y aura un petit trichage sur le débord de 2 cm. Et après, on est parfaitement parallèle jusqu'en haut. Voilà, la solution a été trouvée. Du coup, maintenant tous les rangs, les autres rangs sont, voilà, le décroché est sorti, donc tous les autres rangs sont très faciles à tracer parce que le reste du coup est parallèle du fêtage jusqu'au bas là où il y a eu tout ce trichage à faire. Donc on met les lithos, ils dépassent aussi sur les pignons, pareil pour le même principe, pouvoir coffrer facilement le chaînage qu'on a prévu de faire. Bon, mais les lithos avec le cloueur, pareil, une fois que c'est tracé, c'est ultra rapide. Là je coffre, il y a un petit pignon qui à la base était en aglo, il était tombé. Donc là on l'a coffré en béton plein, ferraillé, voilà, du coup ça n'arrivera plus.
Là, voilà, on aurait pu mettre une épingle. Du coup, on en a mis tout le tour pour faire un chaînage. Là, on met nos bois de coffrage, nos planches, du coup. Et là, on s'est fait livrer un télescopique. Du coup, qui nous a été d'une grande aide. Donc là, on a monté le godet et on se met les gâchets de béton dedans. Et on les a directement apportés pour faire notre coulage. Donc voilà, un régal. Et là, vous voyez le résultat une fois que c'est coulé. Donc évidemment, avant de tuiler, on va décoffrer et découper les carrelets à la longueur souhaitée. Donc voilà, un chaînage. Là, c'est le triangle dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'était effondré et qui maintenant est en béton armé. Hop, on le voit bien. Il est relié avec le poteau qu'on avait fait en bas. Il n'y a plus de risque que ça bouge. Voilà, le bon chaînage qui va bien nous renforcer les pignons. Donc bizarrement, c'était des agglos de 17,5 côté route. Comparé à l'autre qui était en 12, là celui qu'on a fait écrouler. Donc bon, on comprend pas tout, mais on s'adapte. Petit tour d'horizon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, donner vos avis, ou si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on se retrouve du coup très rapidement pour la dernière partie de cette toiture, ce sera la couverture. Et voilà, en attendant, portez-vous bien et à bientôt les amis.